Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter donc, notre TIPE de cette année 2025-2026, donc le clavier magnétique AF Hall. On va pouvoir voir quels défis techniques on a pu voir lors de la conception de ce clavier. Tout d'abord, je vais nous présenter. Donc, il y a Gerardo Amouzoui, Thomas Conrad, Nino Belaoud et Ferrol Bocoli en SPD, et il y a moi, Roch Baptiste, en SPE. Donc tout d'abord, le but c'était de concevoir et de créer donc un clavier innovant et à haute performance avec du coup ce magnétisme. Donc contrairement au clavier normal qui utilise la physique de l'électronique, avec chaque touche qui est un interrupteur, quand on appuie le courant passe ou quand on relâche le courant ne passe plus. On a donc utilisé le magnétisme avec l'effet Hall. Donc concrètement on a un aimant qui est placé dans le switch, donc c'est la touche. Et on a donc le capteur AF Hall qui est placé sous le PCB. Et donc concrètement, lorsqu'on va enfoncer la touche, l'aimant va se rapprocher de ce capteur, le champ magnétique va varier. Et c'est donc cette valeur-là qu'on va transmettre à l'ordinateur pour savoir comment ça fonctionne. Et donc ça a plusieurs intérêts. Tout d'abord, on peut avoir un point d'activation sur mesure, un contrôle linéaire, ainsi qu'une réinitialisation dynamique. Donc à travers ce projet, on a déjà dû comprendre toute la théorie autour de l'effet Hall, mais aussi les mathématiques correspondantes. On a dû aussi apprendre à concevoir des circuits imprimés, donc le PCB, et on a dû apprendre tout le côté informatique et programmation pour le bon fonctionnement du clavier. Et ensuite à la fin, pour un beau design, on a dû designer et imprimer en 3D donc le boîtier qui est juste là. Je vais donc maintenant vous parler de l'étude théorique et plus particulièrement l'effet Hall. Donc on va voir comment mesurer l'intensité du champ magnétique. Donc tout d'abord, on va assimiler notre capteur à effet Hall à un ruban parcouru par un courant I, suivant EX. Comme on est en présence d'un champ magnétique, les électrons vont être déviés par la force de Lorentz, dont l'expression est au-dessus. Cette déviation d'électrons va créer une accumulation de charge sur cette face du ruban. Donc là, on voit que les électrons sont déviés. Mais on a aussi la création d'un champ de Hall, noté EH, dû à l'accumulation de charge. Et donc aussi une force électrique qui vient compenser la force de Lorentz, qui est opposée. Et donc à un certain instant, on aura un point d'équilibre où les deux forces vont se compenser et l'électron ne sera plus dévié. Et pour ce point d'équilibre, on aura cette expression de EH. Ensuite, on peut mesurer la différence de potentiel entre les deux faces du ruban. Donc là, on a mis un voltmètre, mais dans le PCB, c'est directement fait avec le microcontrôleur. Et de cette mesure de la différence de potentiel, on peut en déduire le champ magnétique, puisqu'on a une relation entre la constante de Hall qui est propre au capteur, l'intensité qui est constante et qu'on connaît, le champ magnétique qu'on veut mesurer, et A qui correspond à l'épaisseur du ruban, qui est fixe aussi. Donc finalement, cette différence de potentiel est proportionnelle au champ magnétique. Donc on peut facilement mesurer le champ magnétique. Le capteur qu'on a choisi a un fonctionnement ratiométrique, c'est-à-dire que dans notre cas, en pointant la face sud de l'aimant vers le capteur, nos mesures de tension de sortie seront comprises entre 1,65 volts et 3,3 volts quand on appuie au maximum la touche. Donc le capteur qu'on a choisi, c'est celui-ci, le DRV5055A3. On l'a choisi puisque sa sensibilité concorde avec l'intensité du champ magnétique de notre aimant. Donc ça permet d'éviter la saturation en sortie. Par ailleurs, il a une fonctionnalité qui compense les dérives liées à la température. Donc on n'a pas besoin de se soucier des écarts dus à la température. Et enfin, comme c'est un capteur de Texas Instruments, on a des documentations assez claires, ce qui nous aide pour la conception du PCB. Maintenant qu'on a un capteur qui nous permet de mesurer l'intensité du champ magnétique, on va devoir y convertir en une mesure de position. Le problème, c'est qu'on a bien une tension qui est proportionnelle au champ magnétique, mais par contre, lui, le champ magnétique n'est pas proportionnel à la distance.
Donc on va devoir trouver un modèle pour lier ces deux grandeurs. Nous, on a choisi d'adopter un modèle expérimental, c'est-à-dire qu'on a positionné un pied à coulisses de sorte à venir appuyer sur la touche depuis sa position de repos jusqu'à sa position de fin de course. On a ensuite relevé tous les 0,05 mm, la distance mesurée et la tension délivrée par le capteur. À l'aide de ces résultats expérimentaux, on a effectué une régression avec plusieurs modèles et on s'est rendu compte que c'était le modèle polynomial de degré 6 qui suivait le mieux la tendance de nos points. On a donc récupéré l'équation de ce modèle, duquel on a soustrait la distance de repos de la tension de repos de la touche afin d'obtenir une équation qui nous donnait la distance d'enfoncement en fonction de la tension. On a ensuite utilisé ce modèle mathématique pour générer une table de correspondance, c'est-à-dire que pour chaque valeur de tension qu'on pouvait mesurer à l'aide de notre microcontrôleur, on a précalculé la distance qui était associée. Et enfin, on a enregistré notre table de correspondance sous la forme d'une liste sur notre microcontrôleur. Donc on peut voir juste ici le graphique du modèle polynomial utilisé ainsi que les points de mesure expérimentaux. On a également l'équation de ce modèle polynomial. Et juste ici, on a le graphique de notre table de correspondance, donc qui correspond bien à la distance d'appui en fonction de la tension. On est arrivé à des résultats plutôt concluants, puisqu'on a une erreur qui est inférieure à 0,05 mm pour 90% des valeurs de tension, et une erreur moyenne aux alentours de 0,02 mm. Cependant, on pourrait aller encore plus loin pour améliorer cette précision, notamment en prenant plusieurs fois les mesures et en prenant les mesures avec des touches différentes. Et on pourrait également utiliser des jauges de hauteur plutôt qu'un pied à coulisses pour venir appuyer sur la touche afin de réduire les imprécisions de mesure. Mais on pourrait également séparer les données qu'on a utilisées pour la régression et les données qu'on a utilisées pour la validation afin d'obtenir une évaluation de la précision de notre modèle plus rigoureuse. Donc moi je vais vous parler de la conception du circuit imprimé que vous voyez juste ici. Donc la conception du circuit imprimé constitue une étape importante et centrale dans notre projet, car c'est lui qui fait le lien entre le phénomène physique et ce qui a été mesuré et, par les capteurs FEOL et l'ordinateur. Donc lorsque une touche est pressée, un aimant se rapproche du capteur, ce qui change le champ magnétique. Et donc le capteur fournit donc un signal analogique qui va être mesuré par le microcontrôleur. Et le but de ce microcontrôleur, c'est de traiter et de transmettre ce signal avec une faible latence. Ce qui est compliqué, c'est qu'on doit faire cela pour 82 capteurs et à très haute fréquence, en gérant également les LED et la communication avec l'ordinateur. Donc pour ce faire, nous avons adopté une démarche par prototype. Nous n'avons pas fait du premier coup le circuit imprimé final. Dans un premier temps, nous avons séparé les fonctions critiques. Donc on a créé un circuit imprimé avec seulement les capteurs à effet haut que vous pouvez voir en haut à gauche, avec seulement 6 touches, et un autre avec le microcontrôleur seulement. Et donc pour le microcontrôleur, notre premier prototype a eu un problème dans le schéma électrique, on s'est trompé, et on a relié un fil qu'il ne fallait pas, qui faisait que la communication USB ne fonctionnait pas. Donc on a refait ce prototype. Et donc notre deuxième version était beaucoup mieux, elle était déjà beaucoup plus petite et elle réglait ce problème de l'USB, mais cependant il y avait un bruit important sur la lecture des données analogiques, notamment lorsque les LED étaient activés. Et donc pour cela, nous avons décidé de séparer encore mieux les signaux analogiques et les signaux numériques qui sont très sensibles. Donc, comme vous pouvez voir, on a divisé le circuit imprimé par couche, avec une couche qui permet d'alimenter les LED, qui est un signal d'alimentation qui est assez bruité, en 5 volts, une couche de ground qui est complète, qui permet de bien séparer les signaux, une couche qui permet de faire passer les fils au cas où il y en a qui ait besoin de se croiser, une autre couche de ground, une couche qui permet d'alimenter, en fait c'est une couche qui est remplie et qui permet d'alimenter les capteurs analogiques avec leur propre alimentation séparée et les capteurs et les éléments numériques comme les multiplexeurs, le microcontrôleur, etc. avec une autre alimentation séparée. Et finalement la dernière couche, elle est là seulement pour faire transiter les signaux analogiques. Donc c'est celle que vous pouvez voir à l'arrière du circuit imprimé.
Donc la construction d'un circuit imprimé, c'est des étapes très complexes. Ça donc fait appel à un prestataire qui s'appelle GLC-PCB. Et donc vous pouvez voir ici la liste des étapes qu'on a besoin pour faire un circuit imprimé. Et donc c'est pour cela qu'on n'a pas fait nous-mêmes. Voilà. Et donc je vais vous présenter un peu la conception de ce circuit imprimé. Donc déjà sur la face avant, vous pouvez voir des points bleus là ici qui sont des LED, c'est un rétroéclairage pour les touches. On a ici un encodeur rotatif qui permet de régler le volume de notre ordinateur. Et puis on a également des trous pour les points de fixation. Et un level shifter parce que pour contrôler LED en sortie du microcontrôleur, on a un signal 3.3 volts et les LED, le signal de data fonctionne en 5 volts. Voilà. Et à l'arrière, nous avons donc tous les petits points noirs sont des capteurs à effet Hall. Ensuite, on peut voir le microcontrôleur ici, le grand truc noir. On a également le port USB, un fusible qui permet, au cas où il y a un problème d'alimentation, de protéger le clavier, et une protection ESD qui permet d'éviter les décharges électrostatiques si on touche le port USB pour éviter de le cramer également. On a deux régulateurs de tension. Celui-ci, c'est un régulateur de tension pour les capteurs numériques, enfin pour les composants numériques voilà, digitaux. Et celui-ci, c'est un pour les composants analogiques, pour vraiment avoir une tension très stable, puisqu'ils sont asymmétriques. Si on a une tension d'alimentation des capteurs qui n'est pas stable, en fait, on a des valeurs qui sont bruitées en sortie. Et à la fin, on a également mis des multiplexeurs, comme je vais vous expliquer plus tard. On n'a pas assez d'entrées analogiques pour les 80 capteurs en même temps, donc on utilise des multiplexeurs. Et finalement, on a ici un cristal qui permet de condenser, un oscillateur à cristal qui permet de condenser notre microcontrôleur. Voilà, donc on va faire un petit zoom sur une partie de ce circuit imprimé. En fait, vous pouvez voir ici, donc, encore une fois, les capteurs effet Hall, et à chaque sortie de capteur effet Hall, on a un filtre RC. Donc en noir, là, il y a la résistance et le condensateur. Vous pouvez également voir des condensateurs de découplage qu'on a utilisés pour stabiliser la tension des capteurs à effet Hall. Voilà, un multiplexeur et tous les petits trous que vous pouvez voir notamment sur le clavier, alors pas les gros mais les tout petits, ce sont des vias qui permettent de faire passer les fils électriques d'une couche à l'autre. Voilà. Et donc ici vous pouvez voir une capture d'écran du logiciel KiCad qui nous a permis de concevoir le PCB. Je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais voilà. Et le schéma électrique ici du microcontrôleur avec l'USB et l'alimentation ici en haut. Et là on a c'est en tout petit, mais les multiplexeurs ici, les capteurs à effet Hall et les LED, les matrices LED qui sont ici. Voilà, et donc pour le choix du microcontrôleur, ça a été un choix qui nous a pris beaucoup de temps. On a pris quasiment un mois à trouver notre microcontrôleur parce qu'il devait cocher toutes les cases de notre cahier des charges, que ce soit des performances suffisantes pour pouvoir scanner toutes les touches au moins 8 kHz, c'était notre objectif. Un espace de stockage suffisant pour notre micro-logiciel pour qu'on puisse mettre toutes les fonctionnalités qu'on voulait. Un nombre d'entrées analogiques, le plus d'entrées analogiques possible, si possible. Un support intégré dans le microcontrôleur sans avoir besoin de rajouter une puce qui gérait le port USB. Une taille raisonnable qui puisse passer entre les touches. Et également un support logiciel pour le DFU. C'est une fonctionnalité qui permet de flasher le micro-logiciel sur la puce très facilement avec l'USB. Voilà, et donc pour finir, je vais juste vous expliquer un peu le fonctionnement des multiplexeurs. Donc ici on a notre microcontrôleur, on a 3 broches de commande digitales qui permettent de choisir, en fait le microcontrôleur il a 8 entrées et une seule sortie, et cette signal de commande nous permet de savoir, de choisir quelle entrée du multiplexeur lire, et ce signal va être ensuite transféré au microcontrôleur. Et donc si on balaye ces touches à une fréquence assez rapide, et on peut lire quasi temps réel toutes les touches du clavier. Voilà. Et donc pour finir cette partie sur la conception du circuit imprimé, je vais vous parler des lignes du USB et des paires différentielles. Donc ici, c'est un zoom sur un des anciens prototypes, les lignes USB d'un ancien prototype, où on voyait donc des pistes des plus et des moins qui sont des pistes de données du port USB. En fait, on prend le signal de données de data, et au début on l'oppose. Donc là vous pouvez voir le signal plus et le signal moins. Et à la fin, il y a un comparateur qui va les additionner. Et donc tout le bruit qu'il y a sur le chemin, il va, comme vous pouvez voir ici, vu qu'on l'additionne et on le soustrait, en fait, on soustrait le signal, il va disparaître, et donc ça permet d'avoir une meilleure intégrité pour le signal. Mais cela pose pas mal de problèmes d'intégration, notamment on doit faire ce qui s'appelle de l'impédance matching, c'est-à-dire que l'impédance du PCB et l'impédance de notre trace doivent être concordantes pour éviter, comme on a vu au début de l'année, les réflexions de signal
ou alors des angles, il faut également éviter des angles trop abrupts sur les lignes de données. Voilà, donc je vais laisser mes camarades continuer. Donc maintenant qu'on a notre circuit imprimé qui nous permet de lier nos capteurs et notre microcontrôleur, on va donc se poser la question de comment est-ce qu'on va faire pour récupérer ces mesures en quasi temps réel. Donc ici, on a un schéma simplifié de notre montage. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va avoir notre microcontrôleur qui va venir sélectionner le premier canal de tous les multiplexeurs. Ensuite, on va avoir notre convertisseur analogique numérique, donc l'ADC, qui va venir mesurer les tensions des premiers canaux de chaque multiplexeur en une seule rafale. On va ensuite avoir un autre périphérique qui s'appelle le DMA, qui lui va venir transférer ces mesures réalisées par l'ADC au microcontrôleur. Une fois ce transfert terminé, on va sélectionner le deuxième canal de tous les multiplexeurs et on va recommencer ça 8 fois jusqu'à avoir lu les 82 capteurs. Ce qu'on obtient au final, c'est une liste qui contient les valeurs des tensions des 82 capteurs. On a l'ADC et le DMA qui travaillent en parallèle, ce qui permet de laisser le temps au microcontrôleur de gérer d'autres choses comme les effets du rétroéclairage ou la gestion de l'USB. Et ça nous permet d'atteindre une fréquence d'échantillonnage de 8 kHz. Donc maintenant qu'on a ces valeurs brutes, on va devoir les filtrer dans le but d'éviter les fausses activations ou désactivations. Nous, on a choisi d'utiliser un filtre passe-bas moyenne mobile exponentielle. Et c'est un filtre qui est dynamique puisqu'il dépend d'un paramètre alpha qui va permettre de régler la force du filtrage. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir des grandes variations sur notre signal brut, on va venir augmenter le alpha dans le but de réduire la puissance du filtrage et donc de gagner en rapidité. Mais lorsqu'on va avoir des petites variations, on va venir diminuer le alpha pour augmenter la force du filtre et gagner en stabilité. Ce qu'on obtient au final, c'est une entrée qui est stabilisée et fiable, comme on peut le voir ici avec en bleu le signal brut et en orange le signal filtré. On a, par rapport au ratio signal utile sur bruit, on a une amélioration de plus 14 décibels entre notre signal brut et notre signal filtré, ce qui nous permet d'atteindre une précision de 0,03 mm. Cependant, ce filtre se fait au prix d'un ajout de latence, comme on peut voir ici. Et nous, on a mesuré une latence de suivi qui était comprise entre 200 et 500 microsecondes donc, en latence de suivi, ce qui reste raisonnable, mais on aurait aimé réduire encore. On a ensuite une calibration qui permet de compenser les erreurs qui peuvent être liées aux tolérances de fabrication, donc que ce soit la force de l'aimant, le positionnement ou l'alignement des touches et les offsets qui peuvent être liés aux résistances et aux capteurs. La procédure de calibration s'effectue de façon semi-automatique, c'est-à-dire qu'on va venir prendre la tension de repos de chaque touche automatiquement afin d'appliquer un offset par rapport à la tension de repos de référence qu'on a utilisée dans la construction de notre table de correspondance. Et enfin, on va demander à l'utilisateur d'appuyer sur chaque touche pour mesurer la tension de fin de course qui va nous permettre de calculer le pourcentage d'appui de la touche. On a ici un extrait du code de notre micro-logiciel qui va permettre d'effectuer la conversion de la tension en distance, donc en utilisant notre table de correspondance. Et du coup, au final, on arrive à reconstruire une carte avec les valeurs de distance d'appui de chaque touche en temps réel. Et on pourra revenir sur ce code durant la partie questions-réponses. Maintenant qu'on a réussi à mesurer ces positions mécaniques, on va devoir les transformer en commandes numériques avant de les envoyer à l'ordinateur. Donc, contrairement à un clavier conventionnel, notre clavier qui lui a un point d'activation fixe et immuable, nous, notre clavier magnétique, on va pouvoir régler ce point d'activation de 0,05 mm à 3,5 mm. Ça va offrir, comme on peut le voir ici, une sensibilité inédite et on va pouvoir effectuer ce réglage de point d'activation touche par touche qui va permettre d'adapter le clavier aux besoins de l'utilisateur et donc de le rendre très polyvalent. On va pouvoir faire un réglage à 0,1 mm pour le jeu vidéo si on veut privilégier la rapidité ou un réglage à 2 mm pour le traitement de texte si on veut privilégier, éviter les fautes de frappe. On a ici un fonctionnement détaillé sur lequel on pourra revenir durant la partie questions-réponses. Cependant, on peut aller encore plus loin, car contrairement à un clavier conventionnel qui lui a besoin d'attendre que la touche remonte au-dessus de son point d'activation pour se désactiver,
Nous, puisqu'on mesure la position de la touche en continu, on va pouvoir la désactiver directement aux variations. Dès que la touche va remonter, on va désactiver directement la touche, et dès qu'elle va redescendre, on va les réactiver directement. Ce qui permet d'avoir un suivi très fidèle des doigts de l'utilisateur, et ce qui offre une réactivité inédite pour les jeux vidéo. Et de même, on a un fonctionnement détaillé qu'on pourra étudier plus en détail ensuite. Il faut savoir que grâce à la technologie du magnétisme, on peut avoir différents modes sur le clavier. Tout d'abord le mode de clavier conventionnel, mais aussi ce qu'on appelle le mode manette. Donc au lieu d'utiliser la technologie conventionnelle qui est en binaire, la technologie magnétique va nous permettre d'avoir un contrôle analogique. Et donc ça va nous apporter différents avantages. Tout d'abord un dosage fin, par exemple dans les jeux de voiture pour contrôler l'angle de braquage des roues, mais aussi une meilleure immersion dans les jeux d'histoire, ou encore une meilleure précision de la musique assistée par ordinateur, par exemple avec un piano virtuel. Et donc ces modes, ils sont transmis à l'ordinateur par USB, et donc le clavier est nativement reconnu par tous les systèmes d'exploitation grâce au protocole HID, et donc à travers ce protocole, il y a le mode clavier et le mode manette qui vont transiter. Donc tout d'abord, pour le mode clavier, chaque touche physique elle est associée à une touche logique, par exemple la touche 1 pour échappe, et le clavier va envoyer l'état de chacune de ces touches à l'ordinateur qui va pouvoir le traiter. Et pour le mode manette, c'est différent. Certaines touches physiques, elles vont être associées à un axe, donc X, Y et Z, et le clavier va envoyer le pourcentage de cet axe en fonction de à quel point vous appuyez sur la touche, et ce sera transmis à l'ordinateur. Et donc ça, c'est permis grâce à l'USB High Speed avec 125 microsecondes de latence. Donc maintenant qu'on a notre clavier fonctionnel, on va chercher un moyen de permettre à l'utilisateur d'avoir une expérience personnalisable. Donc pour cela, on a créé ce logiciel de configuration qui nous permet de justement rendre ce clavier entièrement personnalisable pour l'utilisateur, d'offrir une interface qui est simple et intuitive à l'utilisateur et que ce logiciel-là soit facile à développer pour nous. Donc pour le choix des technologies, on a choisi notamment le framework Tori qui nous permet de faire des applications PC légères, performantes et multiplateformes. Donc pour toute la partie visuelle du logiciel, on a de l'HTML, du CSS et du TypeScript qui sont des langages avec lesquels on a l'habitude. Et on a également une partie back-end en Rust qui permet de gérer la communication entre le clavier et le logiciel. Donc tout ceci se fait via une communication donc avec le clavier qui est en C via l'USB HID. Donc pour les fonctionnalités principales, on a notamment le réglage du seuil d'activation. Donc on sélectionne une touche et on assigne une valeur. On peut lancer le rapid trigger et pareil, définir les valeurs qui y sont associées. Donc on a également toute la partie procédure de calibration où on peut voir en temps réel l'état des touches. Donc on peut lancer la procédure depuis l'interface et comme Nino l'avait dit précédemment, on a une map qui nous montre l'offset de chacune des touches qui sert au firmware. Donc on a également toute la partie qui permet de configurer l'encodeur rotatif. Donc on peut définir le comportement lorsqu'on tourne ou qu'on presse sur l'encodeur rotatif. Donc, il y a également la partie des contrôles avancés, donc on peut définir des comportements spéciaux pour le clavier et l'utilisateur a totalement le contrôle sur les fonctionnalités qu'il veut définir. On a également toute la partie personnalisation du rétroéclairage. Donc pour ceci, on a plusieurs effets qui ont été ajoutés, qui ont été déjà prédéfinis. Donc ces effets-là, on peut les sélectionner et modifier les différents paramètres qui y sont associés. On peut également voir les informations du clavier dans le firmware et le nom. Et on peut également activer ou désactiver certaines fonctionnalités depuis cette page-là. Et finalement, on peut également mettre à jour le firmware du logiciel depuis l'interface en cliquant sur ce petit bouton. De manière esthétique et fiable grâce à l'impression 3D. Donc, tout d'abord, on a identifié différents besoins pour chaque pièce. Donc, le premier besoin qu'on a rencontré, c'était de fixer chaque touche à un bon espace et de manière alignée pour que chaque touche soit pile en face de chaque capteur.
Donc pour cela, nous avons dessiné en 3D la switch plate, qui est cette pièce-là, et qui est déjà fixée aux touches ici. Pour maintenir le PCB, on a dessiné ces deux pièces-là, donc la bottom case et la top case, qui jouent également un rôle esthétique et ergonomique, puisque la bottom case est inclinée. Enfin, pour fixer tous les éléments ensemble, on a utilisé un système de vis. C'est clipsé. On a utilisé le logiciel Fusion 360 pour modéliser toutes ces pièces. Donc un exemple avec la switch plate, on est parti d'un plan 2D qu'on appelle esquisse, généré automatiquement par un site web pour être sûr d'avoir les bons emplacements aux bons endroits. On a ensuite modifié en ajoutant un contour pour justement clipser chaque touche sur la switch plate et en prenant en compte l'espace pour les LED pour pas que ça frotte sur le PCB une fois fixé. On a placé également des trous de fixation. Ensuite, pour la bottom case, c'était bien plus complexe à modéliser. On a dû découvrir de nouvelles fonctionnalités comme un plan de construction incliné pour faire justement l'inclinaison du clavier. Également l'outil Surfacic pour refermer toutes les faces du clavier avec des chanfreins. On a dû penser également au positionnement de l'interrupteur et du PCB pour que tout rentre parfaitement. On a eu un problème sur notre première version de fixation du PCB. On avait dessiné des supports trop petits et donc au premier vissage ils ont explosé puisque l'impression 3D étant additive, les couches se sont séparées. On a donc fait une conception plus robuste tout en pensant aux différents composants qui sont sous le PCB. Et voilà. Une fois modélisé, on a donc dû imprimer ces pièces en 3D. Étant donné leur taille, on a dû aller au Fab Lab de l'innovation à la Doua et utiliser cette imprimante, la Ratric Vecor 4, pour imprimer en une seule pièce et simplifier la modélisation 3D. Donc, avant d'imprimer, on a dû trancher ces fichiers grâce à un logiciel qu'on appelle Slicer, ici Orca Slicer, qui permet de transformer le modèle 3D en langage pour l'imprimante. Ici, on voit l'impression de la première couche de la switch plate. Donc, pour conclure cette présentation de DIE, à la suite des différents travaux et expérimentations qu'on a effectués, on a acquis plusieurs compétences comme vous avez pu le voir, et on pourrait parler notamment de la partie programmation bas niveau et développement d'applications avec qu'on ne connaissait pas bien assez avant. On a notamment pu intégrer avec cette solution une chaîne de déploiement intégrée et continue qui met à la disposition des utilisateurs les nouvelles versions du firmware et du logiciel à chaque fois que nous on les publie. Donc pour les limites qu'on a rencontrées, on a notamment la consommation énergétique sur ce clavier-là qui est assez élevé. Donc on a également le problème d'intégrité du signal. Donc sur la première version, avant le PCB final, on avait beaucoup de bruit, même si là maintenant il y en a beaucoup moins. Donc on pourrait également parler du coût de production. Donc en prenant en compte le développement, la recherche et tout ça, on tourne à 250 € pour ce clavier final. Donc les améliorations qu'on pourrait apporter sont notamment de remplacer les capteurs à effet Hall par des capteurs à effet tunnel, donc TMR, mais cela changerait le principe de fonctionnement, ce qui nous permettrait en revanche de régler le problème de la consommation énergétique. Donc, ou sinon, on pourrait prendre des capteurs plus sensibles, ce qui permettrait de régler le problème le problème de bruit au niveau du signal. Et une fonctionnalité additionnelle, ce serait de faire que le clavier puisse fonctionner sans fil. Donc merci de votre attention, nous sommes à votre disposition pour les questions. Merci, bravo, les timings respectés, présentés sans document, tout ça, et sujet maîtrisé, et alors vous avez fait un gros travail. Hein. Moi je me doutais que ça allait être bien quand j'ai vu le synoptique. Si on trouve un défaut, je trouve le synoptique pas assez résumé, qu'est-ce qu'il était long à lire.
C'était compliqué de faire court. J'avais dit d'agrandir les caractères, mais pour expliquer quand même. Ouais, parce qu'il y a une indication de caractère minimum sur les consignes, mais. Ouais, là, il faut au moins 32 et puis aller chercher les marges toutes petites. Non, Non, c'est on oublie, c'est un détail. Ouais, oui, quand même. J'avais des questions au début qui se sont évanouies un petit peu à mesure de votre présentation. Parce qu'on n'a pas la même utilisation du clavier. C'est ça. Moi, je me disais, mais pourquoi ils s'embêtent? Quel est l'intérêt d'aller chercher l'attention, voire avoir une réponse, chercher une réponse analogique avec une touche plus ou moins pensée? Moi, je tape A, il me faut A parce que je fais essentiellement du traitement de texte. Et en traitement de texte, on s'en fout d'avoir cette Rolls par rapport à... Voilà, vous, c'est le jeu, si j'ai compris, en fait, votre truc, c'était avoir... Il n'y a pas que ça. En soi, par exemple, pour les comportements spéciaux, on pourrait par exemple décider, lorsqu'on appuie sur une touche pendant un certain temps, d'écrire par exemple toute une phrase que, je sais pas, qu'on a définie. Oui, par exemple, si on appuie un petit peu, ça fait une touche en mal, et si on appuie vraiment jusqu'au fond, on pourrait faire la touche en majuscule, par exemple. D'accord. Ou d'autres fonctionnalités. Et puis pour la musique, ça pourrait être aussi... nous, on ne s'en sert pas, mais on pourrait l'adapter pour des logiciels de musique. Quand on n'a pas de clavier. Si on appuie plus fort, ça fait comme si le piano est... Oui. Là, je l'ai compris, avec, quand vous avez parlé de touche du piano, le pianiste, il sort pas le même son en appuyant doucement ou fort. À un moment, vous parlez d'oscillateur à cristal. Oui. C'est quoi l'oscillateur à cristal? Il était où? Je sais plus comment c'était. Ouais, il est sur la carte. Là, ouais, par là. Ouais, on est passé vite et que. Voilà. Donc là, vous en avez fait 2 claviers, les 2 qui sont devant nous. Celui-là aussi, c'est un truc. C'est juste qu'il est branché avec les petits claviers. C'est pour montrer. Et vous en avez eu pour 750 €? Bah, avec tous les prototypes et tout, on en avait plus pour 1000. Ah ouais, vous êtes ruiné. Vous avez un beau projet aussi. Et ben, en fait, le microcontrôleur, lui, il a un cristal, il a un oscillateur intégré dans son dedans. C'est un oscillateur RC, ce que j'ai compris. Et il n'est pas assez précis pour faire marcher l'USB, parce que l'USB, lui, on le fait fonctionner avec son fonctionnement maximal à 8 kHz. Et il n'est pas assez précis pour cadencer et contrôler justement cette partie de l'USB. Et le cristal, vous savez ce que c'était? Bah, c'est pas un. RC, j'ai la. Ah non, ça c'était dans le. C'est pas un quartz, c'est pas un. Si, c'est un oscillateur à quartz, mais c'est pas. J'ai regardé, c'est pas assimilable à un oscillateur Barkhausen. C'est pas assimilable à un oscillateur Barkhausen. Barkhausen, c'est un oscillateur de vinyle. D'accord. Oui, c'est pas aussi. Bon, en fait, il génère des signaux. Il génère. En fait, il génère des signaux. Carrés. Et après ça passe dans dans le microprocesseur, il y a déjà une boucle de rétroaction du coup pour entretenir le signal, mais du coup ça va être vraiment un quartz qui va vibrer, qui va venir générer ces oscillations. Et normalement à la fin du synoptique il y a le lien de la documentation technique pour plus d'infos. À un moment, il y avait une question de bien transmettre les informations avec des impédances concordantes. Oui. C'est ça que vous avez entendu? Concordance, on peut utiliser un autre terme peut-être? Vous avez vu certainement ça. Non, on l'a dit en anglais. C'est en anglais concordant. Et en français, vous avez dit comment? C'est en fait, on a du coup nos pistes qui servent à transmettre la donnée de l'USB, et il faut que ces pistes elles aient une impédance de 90 ohms. Et du coup, parce que si jamais on n'a pas l'impédance de 90 ohms, on va avoir du coup une réflexion qui va s'effectuer au bout, et du coup ça va diminuer l'amplitude de notre signal, et du coup on va pouvoir le transmettre moins loin et il va être moins précis. Les pistes font 90 ohms, mais elles arrivent sur quoi? Elles arrivent du coup sur le microcontrôleur. Et il a une impédance, oui. Et lui, il a des résistances de 90 ohms intégrées. Exactement. Du coup, l'impédance de la piste, quel est le qualificatif Voilà, c'est ça. qu'il faut ajouter? Vous avez dit concordante, hein? Oui, c'est ça, c'est des. S'il faut. Alors, nous en anglais, c'est. Il y a une French. C'est. Oui, c'est le. Concordante, oui. Non. Oui, dans ce qu'on a vu. Alors, dans ce qu'on a vu dans le chapitre sur les ondes électriques. J'étais pas là. Ouais, bon, j'y étais. Bon.
Alors, Alors, quel nom on a donné à le cette qualificatif, impédance? On l'avait on fait attend en le- anglais aussi, mais Adaptation d'un Voilà. Oui, alors, ça d'accord, mais le qualificatif pour l'impédance de la piste. Ah, l'impédance terminale. Caractéristique. Impédance caractéristique, c'est bien ça. Voilà, c'était le terme concordante qui m'avait un peu entendu l'adaptation. Après le reste, c'est moi j'ai trouvé vraiment très bien, c'est un gros travail. Je vais rajouter une petite question. Le slide 32, s'il vous plaît. Alors, pour diminuer le bruit, on met un filtre. Alors, vous avez dit, ça c'est l'équivalent d'un filtre passe-bas d'ordre 1, c'est ça? Oui, du premier ordre. Alors, vous me faites le petit calcul qui montre qu'on passe de la fonction transfert d'ordre 1 à cette expression-là. c'est l'équivalent numérique, du coup. C'est ça, ouais, voilà, ouais. Comment on passe de l'équivalent analogique à l'équivalent numérique. Sachant que le alpha n'est pas présent. Ouais, bah le alpha, on va le trouver en fonction de la constante de... Non, le petit calcul, pas le schéma, je m'en fous du schéma. Non, mais après, je fais le... Alors, on réécrit l'équation différentielle du premier ordre entre S et E. Si vous voulez un peu de lumière, peut-être. Ouais, voilà. Comme ça, on se connaît pas par cœur. Alors, l'équation différentielle, non, pas la fonction transfert, l'équation différentielle, c'est mieux. Et quoi d'ordre? Ouais, d'ordre 1. On a 1 qui est égal à... C'est quoi ça? Ah, bah, Ah, c'est oui, la on partie qui repart. arrive. Oui, Ah, oui, on repart à Je ne dans connais pas. Alors, bon, on vous la donne. S plus taux ds sur dt égale E. pour bien. Ouais, voilà. Ouais. Bon, C'est un col. Bah, du coup, Alors. on y discrétise. on discrétise. Alors mettez, laissez n sur le, le Sn plus 1, le premier Sn plus 1 et le En plus 1 aussi laissez n, voilà. Ok. Non, ah bah non, non, ah bah non, n plus 1 moins Sn sur la. Numérateur. Ouais. Ah ouais. Non. Non. plus Voilà, un. là, voilà. Oui, ça comme va. c'était initialement. Voilà, comme ça. Bon. Ok. Allez, bah on continue. Resto. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Je ne peux pas faire une erreur pareille. Ça fait le calcul. On y est presque. Voilà. Ok, ça a l'air de bien. Alors, ça va, ça, On ouais, peut c'est s'arrêter là. bon. Ouais, c'est bon, et on a le alpha. Ouais, c'est bon, ok. Bon, ok, d'accord. C'est qu'on est bien avec ce fil d'ordre. Ok. Bon. Ah si, tiens, une dernière question. Slide 44. Alors, backend en Rust, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le back-end, en général, c'est pour tout ce qui se passe en arrière-plan. Ok. Et du coup, c'est ce qui n'est pas le visuel, mais Mhm. plus, on va dire, au niveau du fonctionnement interne du logiciel. Donc, en fait, je sais pas si, du coup, je sais ce que vous voulez savoir. Non, c'est... Pour un non-initié à l'informatique. Oui. Voilà. Le reste, Bah, c'est juste ça. C'est ce qui, sans qu'on le voit, gère la communication entre le clavier et le PC. Et la fiche. Oui, et le PC, voilà. Donc, on va dire que le PC communique avec le clavier, récupère les informations et les retransmet à toute la partie visuelle, donc qui est HTML, CSS et TypeScript, qui s'occupe de les afficher à En l'utilisateur. fait, on a bien notre partie visuelle et ensuite la partie du coup cachée qui est le back-end.
Et le Rust, c'est un langage de programmation qui est très performant, etc. Et notamment, il y a des librairies, etc., qui implémentent le protocole VSDHID bien utilisé, qui permet d'être plus simple de développer, parce que c'est un langage assez complexe à utiliser, donc ça gère tous les états internes. S'il y a des paquets qui se perdent, ça relance les appels, etc. Comment vous avez eu l'idée de ce sujet? Il était proposé par qui? C'est moi qui l'ai proposé parce que. Il y a des prototypes déjà comme ça? Vous n'êtes pas les premiers à avoir utilisé les fioles? Non, il y a déjà des claviers du coup qui existent et qui sont sur le marché en licence et technologie. Et moi du coup je suis vraiment très passionné de jeux vidéo et surtout des jeux vidéo compétitifs. Ouais. Donc ça a été vraiment une réelle innovation ces claviers-là. Et du coup j'avais envie de savoir. Et donc ils sont développés et vendus dans le commerce? Voilà. Et est-ce qu'il y a une autre que les féoles? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres idées pour justement avoir que la touche soit analogique? Oui, alors il y a plusieurs technologies. Il y a du coup par exemple le TMR. Ça c'est quoi? C'est à résistance à effet tunnel. D'accord. Mais c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus sur des effets quantiques. Laser aussi, il me semble. Ensuite on a des capteurs optiques. Où on fait un laser et on a une fente. Et mécanique, comme ça un petit peu, il n'y en avait pas d'autres? Mécanique, le problème du mécanique c'est que c'est vraiment des contacts physiques on-off. Et du coup, ça veut dire que c'était vraiment la norme. Et de déformation, et piézo, ça n'existe pas? Piézo électrique? Piézo, ça me dit rien. Et il y a aussi. Piézo électrique, hein, c'est on déforme un cristal et il crée une tension. Ça me faisait penser à ça, les féoles. Mais il y a aussi des capteurs inductifs, où si on a un aimant qu'on fait passer à travers une bobine. Quand vous avez dit sans fil, à un moment je me suis dit vous voulez dire ça, mais sans fil à l'intérieur, peut-être par induction. Bon. Mais en fait sans fil c'était vraiment la connexion unique. Avec une batterie. Alors, donc pour revenir sur le robot, travail de l'année dernière,